La biodiversité est particulièrement malmenée. Certains scientifiques n'hésitent plus à nous dire que nous sommes entrés dans une grande crise d'extinction massive dont nous serions la cause. Les dinosaures, en tout cas une bonne partie, la plus grande partie, a disparu à cause d'une météorite. Nous serions la météorite actuelle qui engendre des extinctions massives. Alors y a-t-il encore des solutions pour protéger la biodiversité ? Nous allons en parler avec Laurent Godet, biogéographe. Vous pouvez l'accueillir. Bonjour à tous, je ne sais pas si je vais réenchanter le monde ce soir, puisque je vais vous parler de crise de la biodiversité et de solutions pour protéger la biodiversité. Alors, quand on parle de biodiversité, très souvent, on pense aux gros systèmes extrêmement riches, ce qu'on appelle les hotspots de diversité, comme les récifs coralliens, les forêts denses équatoriales. Pourtant, il faut se rappeler que la biodiversité est absolument partout. Dans cette salle-là, il y a beaucoup d'Homo sapiens. C'est une espèce très bruyante, très active. Il y a des mâles, des femelles, il y a une cohorte d'âge bien particulière. Là, c'est plutôt mon regard d'écologue, de biologiste. Mais pourtant, si on faisait un peu de silence, si on s'intéressait un peu à ce qui nous entoure, on se rendrait compte finalement qu'il y a une myriade d'acariens qui trottent sur votre peau, dans votre cuir chevelu. Vous êtes en train de vous les échanger entre vous. Il y a des insectes, il y a des arachnides. Et dans votre tube digestif, il y a probablement plus de bactéries et de virus que de cellules humaines. Donc la biodiversité est absolument partout dans les toilettes. Je pense que ça grouille de bactéries et d'autres formes de biodiversité. Jusqu'à présent, on a décrit à peu près 2 millions d'espèces sur Terre, ce qui est très peu par rapport à peu près les 10 millions qui peuplent notre planète. Alors, est-ce que c'est beaucoup 10 millions ou pas ? C'est assez difficile à dire si c'est beaucoup ou pas, hein. Si on prend un tout petit peu de recul, on se rend compte que finalement, l'histoire du vivant, ici vous avez en ordonnée le nombre d'espèces, de familles qui ont peuplé la planète sur les 600 derniers millions d'années, on se rend compte que le vivant, c'est toujours une explosion à la diversification permanente. Mais cette explosion de diversification, elle est ponctuée de grosses crises. C'est les flèches noires que j'ai sur mon graphique ici. Ces crises d'extinction, ça correspond à des choses bien particulières, qui correspondent à des extinctions d'environ les 3/4 des espèces, pendant des pas de temps assez courts, quelques millions d'années, ce qui est peu à l'échelle géologique, et sur l'ensemble de la planète. On a connu 5 grandes crises d'extinction du vivant. Une des dernières, enfin la dernière, c'est la crise d'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années à peu près. Et actuellement, on est ici, là, pardon, je me trompe de truc, on est à la dernière crise, qui est la dernière flèche à droite du graphique. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'original, cette crise de la biodiversité ? Si on rapporte l'histoire de l'évolution du vivant à un gros bouquin de 1000 pages, pour reprendre la métaphore de l'écologue Franck Courchamp, Homo sapiens, notre propre espèce, c'est la dernière ligne du dernier paragraphe de la dernière page de ce bouquin. Autrement dit, on a une espèce de coïncidence incroyable qui est que notre espèce, qui a à peine 300 000 ans, ait pu rencontrer une crise de biodiversité. Pour autant, je dirais que ce phénomène-là n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence parce que l'homme, c'est incontestable aujourd'hui, est le facteur principal d'érosion de la biodiversité. Pour prendre un exemple extrêmement simple, celui des oiseaux, les espèces qu'on connaît parmi les mieux, sur 141 espèces d'oiseaux qui a disparu sur Terre depuis l'année 1500, qui est pris comme date de référence par l'IUCN, toutes ont disparu à cause de l'homme, de manière avérée. Il y a une sous-espèce de troglodyte qui a disparu à cause d'un phénomène volcanique. Mais toutes les espèces ont disparu à cause de l'homme. À l'image du dodo que vous avez à droite, qui a disparu vers 1700 sur l'île Maurice, ou du pigeon migrateur qui a disparu il n'y a pas très longtemps. Le dernier spécimen, c'est éteint en 1914. Et ici, c'est le dernier spécimen qui a vécu, qui était une femelle de pigeon migrateur. Une des espèces qui était les plus communes en Amérique du Nord. Cette crise de la biodiversité, elle affecte principalement les mammifères, les oiseaux. Depuis peu, on se rend compte que ça affecte également les amphibiens à l'échelle planétaire et les insectes. Probablement beaucoup d'autres groupes faunistiques ou floristiques qu'on n'a simplement pas encore suffisamment explorés. Et puis la grosse bombe à retardement, vous avez peut-être entendu parler d'un communiqué de presse qui a été fait par le CNRS et le Muséum d'histoire naturelle, c'est l'effondrement des abondances de nos espèces les plus communes. C'est-à-dire qu'on perd des quantités invraisemblables d'espèces très communes. Espèces communes, c'est largement distribué, très abondantes, ou alors qui vivent à peu près partout. Sur les 15 dernières années, on a perdu à peu près le tiers, donc un oiseau sur 3, un individu sur 3 des oiseaux de nos campagnes. Donc on avait parlé de disparition d'espèces, on s'attend là, enfin on est en train d'observer en tout cas une disparition des abondances
ce qui conduit probablement à un effet catastrophique à venir. Alors la question qu'on se pose, nous, scientifiques, nous, biologistes de la conservation, c'est qu'est-ce que font les scientifiques? Finalement, on est organisé dans une discipline qui s'appelle la biologie de la conservation. Et l'objectif de la biologie de la conservation, c'est de comprendre la crise de la biodiversité et puis de proposer des solutions. Alors, est-ce qu'on ne sert à rien puisque la crise de la biodiversité se poursuit? On s'est posé finalement 3 grandes questions, une sorte de devoir d'inventaire de notre discipline. Premièrement, est-ce qu'on connaît mal la crise de la biodiversité? Deuxièmement, est-ce qu'on en connaît mal les causes? On n'est pas capable de comprendre ce qui la génère. Et troisièmement, est-ce qu'on n'est pas capable, nous scientifiques, de proposer des solutions qui puissent être efficaces? Pour répondre à ça, on s'est posé la question avec un collègue, là on dirait un mannequin sur la photo. Il est beau, hein, mais il est moins beau que ça en vrai quand même. C'est filmé, j'espère qu'il me verra. Vincent de Victor, qui est chercheur CNRS également à Montpellier, on a pris cette décision un soir de éplucher la bibliographie des 15 dernières années des 9 plus grandes revues de la conservation, ce qui représente un total de 13 000 articles. On était enthousiastes au départ et puis on a mis plus de temps que prévu, mais on est arrivé au bout quand même. On a classé ces articles en 3 grandes catégories. Tous les articles qui nous renseignent sur un état de la biodiversité, est-ce qu'elle se porte bien ou pas. Les menaces, deuxième grande catégorie, quelles sont les pressions qui s'exercent sur la biodiversité. Et troisièmement, les réponses. Quelles sont les solutions qui sont proposées par les biologistes de la conservation et est-ce qu'elles fonctionnent? D'abord, l'état de la biodiversité. Il y a un gros millier d'articles dans notre analyse bibliographique qui nous renseignent sur un état de la biodiversité. Le constat est sans appel. Il y a une petite partie des articles qui nous renseignent sur un mauvais état avéré de la biodiversité, mais une immense partie, plus des 2/3, qui nous annonce un mauvais état de la biodiversité à venir, potentiel. Comme si on était dans une situation déjà de crise, mais d'un effondrement à venir encore plus spectaculaire. Pour autant, on se rend compte qu'il y a quand même des articles qui nous documentent un bon état de conservation de certains écosystèmes ou certaines espèces, ce que vous voyez apparaître en vert, ce qui prouve que les scientifiques ne sont pas, je dirais, d'un pessimisme dogmatique. Concernant les menaces, le constat est également sans appel, c'est très très net comme résultat. On a les grandes causes, on a retrouvé finalement les grandes causes d'érosion de la biodiversité qui sont connues depuis près de 40 ans. D'abord la destruction des habitats, on appelle ça fragmentation ou destruction pure et simple des habitats naturels. Deuxièmement, la surexploitation des ressources. Troisièmement, les invasions biologiques. En général, lorsque l'homme déplace des espèces, les introduit, et qu'on a des espèces qui vont entrer en concurrence avec des espèces autochtones. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde comment se distribuent ces 3 grandes menaces. Je vous rappelle donc en vert la fragmentation des habitats, en rouge la surexploitation et en orange les invasions biologiques. On se rend compte que où qu'on soit sur Terre, finalement, ces 3 grandes menaces-là représentent à peu près 2/3, voire les 3/4 des menaces qui pèsent sur la biodiversité. Ici, c'est en nombre d'études. Et concernant les réponses pour protéger la biodiversité, la plupart des articles nous renseignent sur les solutions de type aire protégée. Deuxièmement, de gestion intégrée, c'est-à-dire des articles qui traitent d'une meilleure conciliation entre la biodiversité et les activités humaines. Les mesures de translocation, déplacement, réintroduction, renforcement de population. Et les mesures de restauration d'écosystèmes, puis enfin les mesures centrées sur des espèces. Je n'ai pas le temps de détailler toutes les autres ce soir. Mais ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on décompose ces mesures-là en articles qui nous prouvent de manière univoque qu'il y a des succès de ces mesures-là, c'est ce qui apparaît en vert ici. Les articles qui nous renseignent sur des propositions, c'est-à-dire que le scientifique, à la fin de son article, va dire voilà, il faudrait, c'est ce que je conseille comme mesure de conservation, c'est ce qui apparaît en bleu. Les articles qui nous renseignent sur le fait que ces mesures-là ne soient pas assez appliquées, il faudrait les améliorer, les augmenter. Et puis les articles qui nous renseignent sur des échecs. Il y a 2 résultats forts, c'est que d'abord que les plus grands succès, c'est les aires protégées, et que c'est ce qui apparaît en vert, dans le premier bâton de l'histogramme, là. Et puis que c'est des mesures qui sont considérées comme très peu appliquées, pas assez appliquées pour protéger suffisamment de biodiversité. Et le deuxième résultat assez fort, c'est que la plus grande quantité de bleu que vous avez ici, en nombre d'articles, donc ce qui est le plus proposé par les scientifiques à la fin de leurs articles, très généralement, c'est plus de gestion intégrée, plus de conciliation entre biodiversité et activité humaine. Ce avec quoi je ne suis pas forcément d'accord. L'efficacité des aires protégées, il n'y a pas besoin de grandes études pour le voir. Vous allez sur Google Earth, ici on a la frontière du Rwanda, du Burundi et de la RDC à l'ouest. Le gros Y vert que vous voyez apparaître ici, c'est la seule tache de forêt, de nuages tropicales qui reste dans la région. C'est 2 parcs nationaux. Le parc national de Nyungwe au Rwanda et le parc national de la Kibira au sud. C'est là que se maintiennent les seuls lambeaux de vraies forêts de montagne et les espèces qui vont avec. 2 parcs nationaux.
Il y a des espèces aujourd'hui qui ne survivent plus que dans des parcs nationaux dans le monde. Autrement dit, on peut dire que la crise de la biodiversité, on en sait assez. C'est-à-dire que la crise de la biodiversité est parfaitement documentée. On en connaît extrêmement bien les causes. On n'a fait que répéter ou quantifier et actualiser des causes qui sont déjà connues depuis 40 ans. Et on a même une batterie d'outils qui fonctionne déjà de manière qu'on peut mettre en place, en tout cas, dans l'urgence. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? La première chose, c'est que s'il y avait un procès à faire aux scientifiques, je m'inclus dedans bien sûr, c'est que les préconisations des scientifiques sont extrêmement précautionneuses. On est nous-mêmes très précautionneux lorsqu'on annonce des résultats dans notre propre communauté. On l'est encore plus quand on sort de notre laboratoire, comme ce que je fais actuellement. Mais j'aimerais pas également être un scientifique en train d'annoncer les mesures de conservation qu'on propose en face des espèces qu'on voit ici. Ce qu'on est en train de proposer généralement aux espèces, aux habitats, ça fonctionne également, c'est des mesures uniquement pour les maintenir en vie. Tout notre vocabulaire de biologie de la conservation est axé là-dessus. On parle de population minimum viable. On parle d'aire minimale de protection. On parle de quota de pêche maximal à atteindre pour ne pas que l'espèce ou la population disparaissent. Autrement dit, on propose des mesures qui sont uniquement des mesures pour éviter un effondrement immédiat. On propose très peu de mesures pour permettre un florissement ou un épanouissement de la biodiversité. Et ce qu'on oublie généralement également en tant que scientifique, quand on fait ces préconisations-là, c'est qu'elles sont très très amoindries par les décideurs, principalement par le monde politique. Deux exemples très concrets sur les mammifères et sur les oiseaux. On a 19 espèces d'oiseaux en France qui sont listées, liste rouge par les l'UICN, donc menacées, qui sont chassables, à l'exemple du grand tétras qui est chassable dans les Pyrénées. Le loup que vous avez sur la droite, c'est une espèce qui bénéficie d'à peu près toutes les protections au niveau national et européen. La France autorise l'abattage de 10% de la population annuelle de loups actuellement. Politique d'éradication, on appelle ça des prélèvements, mais c'est une politique d'éradication. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai essayé de filer une métaphore télévisuelle et cinématographique. La première chose, c'est qu'il faut agir dans l'urgence et appliquer de manière urgente les mesures qui sont préconisées par les scientifiques. On est parfaitement conscient que l'air protégé, ce n'est pas une fin en soi. De mettre de côté la nature et de l'autre côté les hommes, on sait que ce n'est pas quelque chose d'idéal, de durable, une fin en soi. En revanche, on sait que ça fonctionne et qu'on arrive à sauver les meubles en appliquant des mesures type air protégé. Deuxième chose, à l'image de la grande bouffe de Marco Ferreri, il faudrait être un peu plus sobre dans la consommation de nos ressources. On l'a vu, les principales causes d'érosion de la biodiversité, de crise de la biodiversité, c'est de la consommation de l'espace, quand on parle de destruction d'habitat, et c'est de la consommation de ressources. Donc être beaucoup plus sobre sur la consommation de toutes nos ressources. Une sobriété qui, bien évidemment, doit s'accompagner de plus d'équité. On sait aujourd'hui que ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire cette domination de la planète par l'homme, ça ne concerne qu'une fraction de notre humanité, si bien qu'on parle plutôt aujourd'hui de capitalocène que d'anthropocène. Troisième solution, troisième voie en tout cas à suivre, c'est probablement plus d'humilité. Là je parle de Frankenstein, vous avez reconnu les images. Il ne faut pas croire qu'on pourra protéger de la biodiversité uniquement avec des mesures d'ordre technique, technoscientifique. Les mesures techniques, elles sont là vraiment pour sauver les meubles, sauver ce qui peut encore l'être. Ce qui permettra probablement de sauver de la biodiversité, c'est des mesures de beaucoup plus d'humilité, de détachement, de retrait des activités humaines de certains espaces. Il y a beaucoup de politiques, vous avez vu des outils comme la banque de graines du Svalbard, de conservation des graines au Svalbard, des mesures de désextinction d'espèces, etc., qui sont à mon sens des mesures techniques extrêmement dangereuses et qui poseront sûrement plus de problèmes qu'elles n'en résolveront. Comment faire ensuite? Je pense qu'il y a, en 3 diapos pour finir, la première voie à suivre, je pense, c'est de continuer à s'indigner, de continuer à s'offusquer, à s'indigner. Un des plus gros dangers qui pèsent sur la biodiversité, en tout cas, actuellement, à mon sens, c'est qu'on a un processus probablement d'habituation. On est habitué maintenant à entendre parler de crise, de catastrophe. Il y a de la collapsologie, c'est une nouvelle discipline qui nous renseigne sur l'effondrement de notre société, l'effondrement de la biodiversité. Le risque, c'est qu'à force d'entendre des messages aussi catastrophistes, on ne les écoute plus. La deuxième amnésie qui pèse sur nous, je dirais que c'est quelque chose qui a été très bien décrit, notamment par des aliotes, notamment Daniel Pauly. C'est le fait qu'en fait, on a une amnésie d'ordre générationnel. On se réfère très généralement à notre petite enfance, à celle de nos parents ou à celle de nos grands-parents. Si bien que dans un processus de déclin continu de la biodiversité, on arrive, tant bien que mal, à rester debout en se disant « Oui, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, il y a un petit déclin, mais il n'est pas si catastrophique que ça. » Manque de recul évident. Deuxième chose, je pense qu'il faut sortir du monde des bisounours.
Le développement durable, je considère que dans la situation de crise actuelle, c'est une tarte à la crème, clairement. Le développement durable, concilié économique, social et écologique, c'est très joli dans un monde qui fonctionne extrêmement bien, qui fonctionne déjà bien. Il faut réussir à accepter le fait qu'il y ait des conflits et qu'il y ait des choses qui ne soient pas compatibles les unes avec les autres. Non, un projet d'aménagement autoroutier n'est pas compatible avec le maintien de la biodiversité. Ceux qui vous diront ça se trompent complètement. Et puis, troisième chose, je pense qu'il ne faut surtout pas attendre, et je n'ai pas du tout envie d'endosser ce rôle de scientifique-là, qui serait une sorte de Deus ex machina qui interviendrait pour donner des solutions clés en main pour protéger la biodiversité. Il ne faut pas souhaiter un régime autoritaire écologique, il ne faut pas souhaiter des interventions divines pour nous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Les problèmes de biodiversité se gèrent et se comprennent également extrêmement bien, et ça c'est ma formation de géographe plutôt qui parle, à l'échelle de territoire, c'est-à-dire à l'échelle d'organisation sur des cas concrets, de sociétés qui agissent au sein d'espaces structurés. Et on peut répondre à des problèmes de crise de la biodiversité sur des problèmes très concrets, sur des dossiers. C'est toujours difficile de dire qu'est-ce que tu ferais toi pour sauver la biodiversité. Quasiment impossible de répondre à une telle question. Parlons de dossiers, parlons de cas concrets. Et puis je souhaitais terminer par une diapositive un peu plus réjouissante. C'est une image qui a été prise en juin dernier dans les Pyrénées françaises par un piège automatique par les collègues de l'ONCFS d'une mère ours avec ses 2 oursons pour illustrer 2 choses. Une première chose, c'est qu'on a des mesures de réintroduction qui fonctionnent. La population d'ours bruns commence à se porter un peu mieux dans les Pyrénées. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense qu'on protégera de la biodiversité avant tout parce qu'on est capable de s'en émerveiller. Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que... Voilà. Alors, y a-t-il des questions? C'était passionnant de vous écouter, à la fois un peu inquiétant, à la fois on se disait, bah voilà, ça fait réfléchir, il faut qu'on prenne notre part. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On peut en prendre une ou deux. Il y a une main qui se lève, on vous apporte un micro. Qui ne marche pas non plus? Si? Décidément. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Vous disiez qu'on parle souvent de Mettez-le bien près du micro. Vous disiez qu'on parlait de collapsologie, de catastrophisme. Mais du coup, comment on devrait aborder la chose si dès qu'on parle de catastrophisme, d'effondrement d'une civilisation possible, si les gens se braquent? Comment, à votre avis, c'est juste un point de vue, c'est vrai que du coup j'aimerais bien l'avoir en fait. Alors, comment aborder les choses si dès que l'on parle de collapsologie, d'effondrement, les gens se braquent? Alors, comment il faut le dire aux gens qu'il est temps d'agir? C'est un peu ça la question. Alors, c'est pas pour me réfugier dans mon statut, mais je pense que nous, scientifiques, on est là avant tout pour examiner des faits. Et il se trouve que des fois, les faits sont extrêmement inquiétants. Quand on est biologiste de la conservation, j'ai des collègues qui travaillent en biologie de la conservation ici, on ne se couche pas de manière totalement sereine le soir. Ça, c'est évident. Donc, moi, je refuse d'endosser un rôle de pessimiste ou d'optimiste. J'essaie de nous renseigner sur des faits. En revanche, effectivement, lorsque les faits sont aussi inquiétants et aussi évidents que cela, on a également un rôle, je pense, de citoyen. Hein. Quand on est chercheur payé par l'État, on a un rôle également d'alerte de la société civile, de la société qui nous entoure. Et effectivement, on a ce rôle d'éclairage et de renseignement sur un effondrement. Alors, est-ce que ça nous abat complètement ou est-ce que ça peut nous motiver? Je dirais qu'à l'échelle de la vie d'un chercheur, ça dépend des années, ça dépend des jours, et même au sein d'une journée, on peut passer de l'abattement total à l'optimisme. C'est-à-dire qu'on arrive quand même à être suffisamment optimiste pour voir des choses qui fonctionnent, des cas très concrets qui fonctionnent. En revanche, je vous rejoins totalement dans le sens où quand on prend du recul et quand on analyse le phénomène de manière très globale, on se sent effectivement assez démuni. C'est pour ça que j'essaie de conclure sur ces dernières diapositives-là, où je pense qu'il est beaucoup plus facile de répondre à des problématiques de crise de la biodiversité sur des cas très concrets. Voilà. Alors, c'est un peu plus réjouissant, on se sent un peu plus serein comme ça en plus. Vous avez dit aussi, Laurent Godet, qu'il y a une sorte d'aveu. Hein. Les scientifiques dont vous faites partie
parfois amoindrissent tellement le message qu'il n'est plus audible. Et puis en plus, les politiques descendent encore un peu la consigne. Est-ce que ça veut dire que dans votre pratique à vous, vous vous dites qu'il faut que vous alliez plus fort, de façon plus directe, dans les conclusions, dans la façon de communiquer? On l'a vu notamment avec le GIEC, où les prévisions sont de plus en plus alarmistes et on se dit aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas été assez loin dans leurs prévisions il y a quelques années. Alors nous, on n'amoindrit rien du tout. Je dirais qu'on essaie d'être certain de ce qu'on avance. Donc ce qui fait qu'on est très précautionneux et qu'on prend toujours des pincettes quand on annonce des résultats. En revanche, je pense qu'il y a peut-être un pont qui se fait mal entre toute cette littérature scientifique, qui est de la littérature qui est mobilisée, analysée et lue principalement par notre propre communauté, et la sphère décisionnelle. Donc je pense qu'il y a peut-être des ponts de communication qui se font encore mal, voilà, effectivement. Notamment avec les artistes, etc., où peut-être qu'on communique de manière un peu trop froide nos résultats, effectivement. On aurait pu parler des heures avec vous, mais pour avoir toutes les interventions, on va devoir se quitter. Mais peut-être êtes-vous encore dans la salle si certaines personnes veulent venir discuter avec vous directement. Merci Laurent Godet, vous pouvez l'applaudir.